Bon, et ben c'est parti. Merci à tous les quatre d'être ici. On a déjà eu un premier groupe tout à l'heure, mais ça y est, on a le deuxième groupe de l'association Vignerons et Terroirs de Lantigné. Trop chouette. Est-ce que pour démarrer, on peut faire un petit tour de table pour que vous nous vous présentez en quelques mots ? Qui veut commencer ? Qui se lance ? Allez, je peux commencer si vous voulez. Donc, domaine Frédéric Bern. Donc, je suis Frédéric Bern et on est 3 sur le domaine. Antoine Duplan et Cédric, mon frère. Voilà, sur un petit domaine de 12 hectares au plein cœur de Lantigné. Je me suis installé en 2014 en agriculture biologique et aujourd'hui, je viens de passer je viens de passer le stade de la biodynamie aussi chez Biodivin. Voilà, et très engagé sur la régénération de nos sols, voilà, des vignes en agroforesterie, une agriculture durable, on va dire, une viticulture qui sera propice à nos enfants, voilà, je l'espère. Ok, super, merci. Max, tu veux y aller ? Moi, c'est Maxime Ballard. Je me suis installé en 2023. J'ai pris des vignes à Lantigné, c'est une reconversion. Donc, j'ai créé mon domaine en partant d'un demi-hectare en 2023. Premier millésime. J'avais pas de cuvage en 2023, donc j'ai vinifié chez Alain, qui m'avait prêté un bout de son cuvage pour mettre mes cuves. En 2024, j'ai vinifié dans mon cuvage pour mon deuxième millésime. Et donc, maintenant, j'ai un cuvage qui est à Beaujeu. Et je vinifie du Lantigné, un peu de Beaujeu et du Régnier. Et je me suis installé tout de suite en agriculture biologique. Pour moi, c'était une condition obligatoire de partir en bio. Et je vais passer le label Déméter en 2026. Donc pour passer en biodynamie aussi, parce que je travaille en biodynamie depuis le début, mais j'avais pas fait le label. Et l'idée globale de mon projet d'installation, c'était d'avoir une approche très durable et très vivante de la vigne à la bouteille. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans les collectifs comme Vignerons et Terroirs de Lantigné. J'avais vraiment cherché une vigne à Lantigné pour ça. Et je travaille en bouteille consignée. Là, je vais sortir un Beaujolais primeur avec une étiquette en papier ensemencé. Parce que je viens un peu du monde de la fleur à la base, donc c'était un petit clin d'œil à ce que je faisais. Mais c'était surtout l'idée de supprimer un autre déchet du vin. J'ai déjà supprimé les capsules en métal et puis là, de supprimer l'étiquette. Donc d'avoir une étiquette, on boit le vin, on jette l'étiquette et ça fait des fleurs. Voilà, c'est pas mal. C'est une belle idée, ça. C'est l'idée du projet. Trop bien. Merci, Max. Cosima. Cosima Bassouls, domaine Château des Vergers. Et donc moi j'ai repris le domaine à la suite de mes parents en 2018. Je me suis installée donc après des études d'ingénieur agronome, mais pas du tout spécialisée dans la vigne. Donc voilà, c'était un peu par surprise. Spécialisée dans quoi ? Dans les cultures tropicales. Voilà, café, cacao, rien à voir. Et j'ai décidé de revenir en France parce que le milieu du développement, c'était pas pour moi finalement. Et je me suis dit qu'on pouvait faire du développement à une autre échelle, plus locale et que ça me convenait mieux. Et du coup, voilà, j'ai passé le domaine tout en bio à partir de 2018. Et moi, l'idée, c'était vraiment d'abord de travailler sur avoir des vignes comme je voulais. Et puis après, apprendre à vinifier au fur et à mesure, parce que j'avais jamais mis les pieds dans un cuvage avant de m'installer. Voilà. Donc, et c'est quoi des vignes comme tu veux ? Des vignes qui soient résilientes et qui puissent faire face au changement climatique. Donc on y travaille tous les jours, pas facile, mais voilà, on a des pistes avec l'agroforesterie, avec remettre de la vie dans nos sols et essayer d'aller vers des pratiques qui soient plus vertueuses. Hyper intéressant. Merci. Alain ? Bonjour, donc Alain Troche. Le nom du domaine, c'est Terre de Vallière. Donc je me suis installé fin 2022, donc c'est aussi récent. Donc on peut dire que je suis un jeune vigneron. Je ne suis pas un vigneron jeune, mais je suis un jeune vigneron. Et donc j'ai repris avec mon épouse un petit domaine de 5 hectares à Régnier-Durette, avec une parcelle sur Lantigné et puis également sur Morgon. Et la majorité des vignes est devant la maison en appellation Régnier. Donc, alors je ne faisais pas ça avant. Donc, avant, j'étais dans le domaine de la recherche et développement en biologie, dans le domaine de la santé. Et j'ai suivi une formation d'1 an en viticulture œnologie avec différents stages pour apprendre les bases. Et puis, assez rapidement, j'ai rencontré des gens sympas qui m'ont bien accueilli, dont Frédéric en premier. Et voilà, qui me permet d'interagir avec d'autres vignerons parce que c'est un métier où
on est souvent tout seul, tous les jours tout seul. Enfin, pour ma part, je suis tout seul à travailler sur le domaine. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir échanger au quotidien parce que ça reste un métier quand même très compliqué. Voilà, très dur et très compliqué. Ensuite, en termes d'approche, dès le début, j'avais lancé une conversion en bio, parce que le domaine qu'on avait racheté était en conventionnel. Et donc, on avait lancé la conversion avant la dernière vendange de notre prédécesseur, ce qui nous a permis, entre guillemets, de gagner 1 an. Et donc, cette année, là, pour le millésime 25, je suis en bio. Donc, je travaille en bio depuis le début, mais je pourrais, sur les bouteilles, mettre le logo bio. Ok. Voilà. Super. Et alors juste, je me permets de tout de suite rebondir. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir vigneron ? Alors, c'est une conjonction de différents facteurs. Déjà, le premier élément, sont des aléas professionnels avec des choses non prévues qui se sont déroulées, qui ont fait qu'à un moment, je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire pour la suite. Voilà. Le deuxième point, c'est que j'ai toujours bien aimé le vin et j'avais une passion pour ce métier de vigneron. Donc j'ai un de mes beaux-frères qui a des vignes, qui est vigneron dans le Languedoc, et où j'allais tous les ans. Donc il y avait une fibre quand même un peu familiale. Et puis après, ça a été une opportunité de reprise d'un domaine qui collait bien avec le projet. Ma femme était d'accord, c'était important. Et donc c'est aussi un projet familial. Donc mes enfants travaillent dans d'autres secteurs, mais ils sont aussi là pour filer des coups de main régulièrement, chacun dans leur domaine. Voilà, donc ça reste un projet à taille humaine, familial. Ok, bon, trop bien. Merci pour vos petites présentations. Avec le premier groupe, on avait déjà... Enfin, je dis groupe, mais j'aime pas ce mot, c'est bizarre. On dirait qu'on est à l'école. Mais on a parlé de l'antinier. Qu'est-ce que c'est que l'antinier ? Mais j'aimerais bien avoir vos mots dessus. Comment vous définissez cette appellation ? Qui veut se lancer ? Qui a envie d'en parler ? Moi, j'ai envie de dire que c'est d'abord mon village. Voilà. Moi, j'y ai grandi. Je suis pas née. J'habitais pas là quand je suis née, mais je suis arrivée assez jeune. Et voilà, moi, j'y ai grandi et je l'ai vu changer. Pas forcément en bien à une certaine époque. Et là, on le voit changer d'une autre façon, avec de plus en plus de vignes enherbées et tout ça. Et ça fait envie de continuer ce qu'on fait. Et du coup, voilà, je dirais mon village. Ouais. Qu'est-ce qui a fait bouger les choses Le fait qu'il y ait ce collectif de vignerons. Sur le Beaujolais, en global, on doit être à 10% de vignes en bio, sur tout le Beaujolais. À l'Antinier, on est déjà à plus de 30%. Donc ça se voit dans le paysage et ça, c'est positif. C'est vrai que moi, d'un regard extérieur, parce que je suis arrivé, du coup, je suis venu dans le Beaujolais, je voulais créer mon domaine, j'avais visé plusieurs régions en France, j'aimais beaucoup, j'habitais à Paris, donc je buvais beaucoup de Beaujolais, parce qu'à Paris... Ils sont fans du Beaujolais. Ouais, il y a pas mal de Beaujolais, et du coup, mais j'étais jamais venu dans le Beaujolais, donc je m'étais dit quand même, il faut que j'aille faire un tour, au moins faire un stage, et c'était une région où j'avais senti que je pouvais m'installer, en partant de zéro, sans vraiment racheter un domaine. Et donc, du coup, je suis venu faire un stage dans le Beaujolais. Et effectivement, je suis vite tombé sur la route de vigneron à Terroir de l'Antinier. La mentalité m'a vachement plu et séduite rapidement. Donc, je suis venu rencontrer Frédéric. On est à peu près tous passés par la case Frédéric quand on vient à l'Antinier. C'est marrant, mais c'est comme ça. Et du coup, je suis reparti de chez Frédéric en me disant ça serait cool de trouver une vigne à l'Antinier parce qu'il y a, comme disait Alain, c'est vraiment un métier solitaire, le métier de vigneron. La seule fois où on est avec du monde, c'est quand on est en salon. Et en fait, on est un peu tout seul derrière son stand avec plein de monde autour. Donc finalement, on se retrouve encore une fois tout seul, au bout du compte. Et en fait, du coup, le seul vrai moment où là, on n'est plus tout seul, c'est quand on est ensemble à parler des sujets qui nous habitent tous les jours. Et donc ça, c'est génial. C'est irremplaçable, en fait. Et du coup, il y a plusieurs collectifs comme ça dans le Beaujolais qui n'ont pas tous les mêmes objectifs, mais qui ont le point commun d'être collectifs et de se regrouper. Et du coup, l'Antinier, pour répondre à la question quand même, c'est un village qui est très riche parce qu'il y a plusieurs sols. Il y a beaucoup d'endroits dans le Beaujolais où c'est assez... il y a beaucoup de sols dans le Beaujolais, mais il y a beaucoup de villages où il n'y a que 1 ou 2 sols. Et l'ensemble du Beaujolais fait qu'il y a une très grosse diversité. Et à l'Antinier, elle a la particularité d'avoir les 2 grands sols du Beaujolais, un peu en altitude, sur des faces exposées plutôt au sud. Il y a très peu de versants nord. Il y a une super vue depuis l'Antinier. Donc ça, mine de rien, quand on est dans ces vignes, c'est vraiment chouette. Parce que peu importe où on est à l'Antinier, c'est toujours beau. Il y a toujours une belle vue. Sur le Mont Brouilly, sur la vallée, sur le Mont Blanc, sur le côté Beaujeu. Enfin, c'est toujours sympa.
Donc, je trouve que c'est un village qui donne envie de continuer à faire ce qu'on fait, d'aller encore plus loin en fait. C'est motivant. Fred, Lantigné. Eh ben, pour moi, c'est une terre qui avait du potentiel. Qui avait du potentiel, mais qui était presque à l'abandon. Parce qu'en fait, c'était classé en appellation Beaujolais Village, et à l'époque où il y avait une grosse séparation en fait, entre les appellations régionales et les crus. Et en fait, c'était des terroirs qui étaient abandonnés de plus en plus, parce qu'au final, si vous faisiez du raisin là-bas et que vous ne battiez pas pour vendre votre vin, au final, vous rentriez dans une case où vous ne viviez pas de votre métier. Donc c'était, pour moi, en fait, au niveau géologique, Max en parlait, il y a une belle qualité de sol. Au niveau de l'emplacement, en fait, on est sur le flanc de la montagne d'Avena, donc on est contre les forêts. Donc dans un contexte où, moi, depuis gamin, en fait, on me parle un peu du réchauffement climatique, de ce climat. Et en fait, je me dis, aller dans un vignoble le long de la forêt, c'est quand même pas bête. Intuitivement, quelque part, je me suis dit, c'est un lieu où, au final, les gens partent. Et en fait, agronomiquement, il y a un potentiel de fou. Donc, l'idée aussi, c'était de travailler un peu sur des modèles agricoles durables. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas là où ça marche qu'on va faire changer les choses. Là où ça marche, on continue jusqu'à que ça marche plus. Mais on change pas tant que ça marche plus. Lantigné, ça marchait plus, en fait. Les gens quittaient le village, en fait. Donc, c'était une terre de proposition, j'ai envie de dire. Et moi, quand je me suis installé, derrière, on a monté l'assaut parce qu'en fait, il fallait qu'on fasse des propositions. Et au final, c'est un peu l'ADN de VTL, c'est d'être source de propositions autour de la durabilité notamment. Et aujourd'hui, je pense que on est tous un peu dans l'attente de trouver des systèmes qui nous font vivre, qui polluent pas les nappes phréatiques, qui polluent pas l'air. Donc c'est une zone très, je sais pas comment dire, mais attirante parce qu'on peut... même si on n'est personne, on va dire, on peut lancer des choses. Et voilà. Et aujourd'hui, on est beaucoup, en fait, à partir de rien et avoir des intuitions et de se dire, en fait, ensemble, on travaille en une forme de communauté à essayer d'aller de l'avant. Et tout est permis, j'ai envie de dire, parce que vu que ça marchait pas, foutu pour foutu, même si ça marche pas, c'est pas grave, on fera pas pire. On n'aura pas abîmé quelque chose qui fonctionne quelque part. Donc, en fait, on peut oser beaucoup plus facilement. C'est une terre où c'est permis, quoi. Et au final, après, on n'est pas fou non plus. Donc, mais par contre, on a le droit d'oser. Demain, vous allez à Chassagne-Montrachet, vous osez quelque chose, à mon avis, franchement, on ne vous pardonne rien si vous faites la moindre petite erreur. Alors que chez nous, dans un premier temps, personne ne nous regardait. Et puis au final, les fous de Lantigné, comme on nous appelait au départ, au final, on n'est peut-être pas si fou que ça, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les scientifiques qui avancent, au final, les intuitions qu'on a eues, elles sont peut-être pas si folles que ça. Donc voilà. Puis il y a du monde aussi qui s'inspire de vous, de votre démarche. Ouais, je pense qu'on s'inspire tous un peu les uns les autres. En fait, c'est qui est le premier de quoi au final. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est qu'on va piocher un peu. Et puis c'est ce qui donne tout ce côté communauté, c'est cet échange. Moi, je trouve que cette nouvelle génération qui arrive est beaucoup plus sur l'ouverture. Quelque part, on nous prédit tous que ça va être le compliqué. Donc, faisons en sorte, au lieu d'être chacun dans son coin à la jouer, non, essayons de travailler ensemble et venons à Lyon faire découvrir nos vins, allons ensemble, parce que tout seul, on n'aurait pas fait ce genre d'événement non plus. C'est du partenariat, c'est de la symbiose, c'est ce qu'on essaie aussi de développer dans nos vignes, avec des plans de campagne, j'ai l'impression que c'est une nouvelle ère en fait, qui est en train d'arriver, ce côté symbiotique. Et Lantigné, on est un peu quelque chose de visible, en fait, on est dans le concret, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a des cahiers des charges exigeants. On peut oser, quoi. Et en parlant de oser et de concret, donc en ce moment vous êtes dans ce projet de faire reconnaître Lantigné comme un cru du Beaujolais. Qu'est-ce que vous cherchez en faisant reconnaître Lantigné comme cru ? Des objectifs commerciaux, politiques, ou juste de reconnaissance ? Ça représente quoi pour vous ? C'était d'abord, je pense, de la reconnaissance des terroirs. Montrer qu'on avait des terroirs hyper intéressants, voilà. Et après, je pense que y avait cette volonté. Alors moi, j'étais pas là au tout début quand Frédéric a lancé l'association, mais de mon point de vue aujourd'hui, il y avait cette volonté de pas être une appellation comme les autres, mais de enfin mettre des normes environnementales dans un cahier des charges d'appellation. Et ça a été une volonté qui était là depuis le tout début de l'association. Et je pense que c'est ça qui nous différencie aussi, et que voilà, on n'a pas envie d'être juste
juste une autre appellation dans la liste. On a envie que ce qu'on fasse, ça veuille dire quelque chose au niveau environnemental. Et c'est ça qui nous réunit principalement aujourd'hui. C'est la force c'est la force de l'engagement et de la valeur qu'on donne à ce qu'on fait et à ce qu'on produit, parce que même aujourd'hui, l'INAO demande dans les nouvelles appellations qu'il y ait vraiment une notion de durabilité. Alors après, c'est assez flou et assez vague et on peut faire plein de choses à la durabilité. Mais c'est l'idée d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter juste à la viticulture et à des terroirs. Donc de faire des cuvées parcellaires, de valoriser les différents sols du Beaujolais, enfin en l'occurrence de l'Antillais, mais du Beaujolais de façon générale. Parce que dans le groupe, on a tous des vignes à l'Antillais, mais on a aussi tous des vignes presque tous des vignes dans d'autres appellations, pas Cosima. Et du coup, ce qu'on applique à l'Antillais, alors quand le groupe a été créé, l'idée c'était, en fait, vous pouvez appliquer quelque chose à l'Antillais, et c'est toujours le cas, donc de la viticulture en agriculture biologique, pas certifiée, que vous appliquez pas forcément dans vos autres vignes, dans d'autres villages, pour que ça soit bien le village de Lantigné et l'appellation Lantigné qui soit reconnu derrière ce cahier des charges bio, donc sans certification. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on est convaincu par ce qu'on fait dans nos pratiques viticoles, en fait, on l'applique à toutes nos vignes. C'est-à-dire que tous les domaines aujourd'hui de Lantigné, du collectif Vignerons et Terroirs de Lantigné, ils sont engagés dans une certif AB. Et toutes leurs vignes sont certifiées AB. Donc en fait, ce que moi je fais à Lantigné, je le fais aussi à Régnier, de la même façon. Mais à Lantigné, j'ai vraiment ce collectif qui est fort. On sent que c'est vraiment, c'est le mot qui ressort depuis le début, c'est collectif. Ça change la donne, ouais. Et vous pensez que c'est ça aussi qui pousse, enfin j'imagine que oui, puisque on a le résultat ici, mais c'est ce qui pousse aujourd'hui des nouveaux vignerons à venir, alors que à ouvrir un domaine, à reprendre un domaine à devenir vigneron, alors que c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué à cause de plein de choses économiquement, écologiquement. C'est quoi votre vision du métier de vigneron? Vers quoi il se dirige? Vers quoi il se dirige? On travaille sur la diversification, par exemple. Dans des gammes plus larges. Ouais, exactement. Aujourd'hui, en fait, on pense à produire des jus de raisin, on pense là, à travers l'agroforesterie, à produire des fruits, des pommes, des poires, des coings, des prunes. Faire des boissons fermentées avec des fleurs. Le fait qu'aujourd'hui, ça soit difficile dans le vin, ça remet en question quelque part un peu la monoactivité, produire du vin et le vendre, en fait. Et ça nous ouvre en fait à plein de choses. Donc, en fait, on revient finalement à la polyculture qu'il y avait il y a des années. Je pense que c'est une solution pour il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont tenu le coup à des périodes difficiles parce que justement il y avait des années de disette sur certaines productions, et ils s'en sortent avec d'autres. Donc au final, on fait que répéter l'histoire quelque part. Le machinisme est arrivé, on nous a demandé de se spécialiser. Après, presque aujourd'hui, en fait, on produit trop et du coup, il y a trop de produits agricoles sur le marché, donc du coup, les prix s'effondrent derrière. En fait, aujourd'hui, il y a presque un double discours, en fait. Parce qu'on nous dit on a besoin des pesticides pour produire, mais d'un autre côté, les marchés s'effondrent parce qu'on est en surproduction, comme cette année sur la pomme de terre, par exemple. La pomme de terre, en ce moment, en vrac, ça vaut 1,5 centime d'euro le kilo, parce qu'en fait, c'est au fond du champ, ils ne savent pas quoi en faire. C'est à pourrir ou c'est 1,5 centime d'euro le kilo. Donc, en fait, le système aujourd'hui, il ne fonctionne plus, en fait. Donc je sais pas comment est fait l'avenir, mais il faut tous les jours se remettre en question et pas se fermer de porte, j'ai envie de dire. Mais le Beaujolais a la particularité d'avoir une très grosse, en tout cas la partie nord Beaujolais, parce que le sud Beaujolais c'est un peu plus diversifié, mais la partie nord Beaujolais, c'est très monoculture, c'est vigne sur vigne sur vigne sur vigne. Quasiment, il y a quasiment pas de haies, il y a pas de forêt, il y a pas de. C'est vraiment quand on passe le Montbrouilly et qu'on va jusqu'à Saint-Amour, c'est quasiment que des vignes en fait. Et quand on va dans le sud, il y a un peu moins ça dans le sud Beaujolais. Et quand on va dans le sud de la France, la plupart des domaines viticoles, en fait, ils n'ont pas que des vignes. Et ça fait longtemps. Ils ont des oliviers, ils ont du bétail, ils ont des agaves, ils ont plein d'autres choses. Ils ont des domaines beaucoup plus diversifiés. Et à Bordeaux, aujourd'hui, ils sont en train de faire ça aussi. Ils sont en train de diversifier les domaines. Donc en fait, c'est vraiment le modèle vigne, vin, il est peut-être, il est pas optimal à mon avis économiquement et en termes d'agroécologie, il manque quelque chose. Il faut aller plus loin. Et puis
Après, au-delà de l'aspect agriculture, il y a aussi la diversification dans d'autres activités, comme évidemment le no-tourisme. Donc c'est une région qui s'y prête beaucoup. Beaujolais, elle est magnifique, elle est vallonnée. Tous les touristes qui viennent sont toujours agréablement surpris. Et donc il y a un aspect, bien évidemment, économique pour le viticulteur, ce qui est intéressant, l'aspect agrotourisme, mais il y a aussi l'aspect éducation du public, des clients. Le marché du vin est pas en forte croissance, il est plutôt en décroissance, et les nouvelles générations très souvent n'ont pas été éduquées autour du vin, et donc il y a toute cette activité-là qui mérite à être développée et qui peut l'être sur le Beaujolais. Surtout que la région est magnifique. Oui, c'est magnifique. On n'a pas à forcer. Cosima, si tu veux peut-être... Je pense que tout ce qu'on dit, c'est des nouvelles choses qu'il faut qu'on invente, qu'on réfléchisse. Et tout ça, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin, surtout quand on est dans une routine avec des tâches quand même très répétitives dans nos vignes. Et si on ne prend pas le recul de le faire collectivement et au sein d'associations comme l'Antinier, en fait, on n'a pas la place d'avoir ces idées-là, de réflexion, d'aller plus loin. Et voilà, moi, c'est vraiment... dans ce collectif que je trouve qu'on arrive à avancer, à aller plus loin et de pouvoir se dire qu'il faut qu'on diversifie. Oui, mais en fait, on n'a pas le temps déjà dans notre calendrier de faire tout ce qu'on devrait faire. Donc en fait, diversifier, je pense que ça se fera plutôt en lien avec d'autres agriculteurs qui font d'autres choses, et on peut créer des ponts et des liens comme ça avec d'autres producteurs qui aussi doivent se diversifier. Et donc je pense que c'est vraiment en le faisant ensemble qu'on va arriver à cette diversification. Moi, je sais que j'aimerais beaucoup avoir des animaux dans mes vignes. Je pense que c'est intéressant agronomiquement et tout ça. Je peux pas devenir éleveuse en plus. J'ai pas le temps dans ma journée, et c'est encore un autre métier. Et je l'ai fait en stage et je le referai plus. Donc, c'est plutôt en faisant des liens avec des gens qui ont déjà de l'élevage qu'on va pouvoir créer des choses qui vont être intéressantes et pérennes. Parce que si je prends un troupeau de moutons demain, je suis pas sûre de le garder. Pouvoir gérer ça en plus, oui. On fera un méchoui. Frédéric va en acheter cette année, donc on lui redemandera dans un an. Ouais, c'est un vrai, scoop, du ça. coup, on a une exclue. Ça lâche des scoops, c'est beau. Regarde, des moutons à l'Antigné. Mais il faut que je demande à Mathieu comment il gère tout ça et tout. Parce que Mathieu a déjà des moutons. Ouais, Mathieu a déjà Ah, ça, il me l'avait pas dit. Non, mais il dit pas tout, Mathieu. Et je voulais revenir, tu parlais du temps. Je sais que tu es aussi une jeune maman. Est-ce que le collectif aussi te permet de je sais pas, on peut peut-être pas dire mieux s'en sortir, mais parce que je sais que c'est pas évident déjà d'être Pas vigneron. forcément, parce que les réunions sont souvent le soir. Ah, faut changer ça. Alors on voudrait avec Anastasia mettre en place une garderie sur place. À ce niveau-là, je suis pas sûre, parce que c'est vrai que c'est du temps en plus qui en fait gagner sur plein de choses, mais qui demande quand même un investissement en temps en plus. Donc voilà, sur le côté familial, pas trop. Par contre, sur le côté professionnel, énormément, ouais. Moi, pour dire, je me serais jamais installée s'il n'y avait pas eu le collectif Lantinier. Ah ouais, à ce point. Voilà. Ouais, moi, ça m'a vraiment portée. Et puis j'y ai vu une dynamique dans le Beaujolais que je voyais pas en fait à une certaine époque. Quand il y avait la crise du Beaujolais, on n'avait pas envie d'y venir s'installer. Les vignerons se tiraient dans les pattes. Voilà, il y avait pas cette dynamique qui donnait envie de. Voilà. Et moi, quand du coup j'ai vu qu'il y avait ça à Lantigné, c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie d'y revenir. Eh ben, c'est un beau collectif, hein. Tu vois, à travers tout ça, l'humain est au centre de tout, en fait. Tu vois, cet humanisme. Et en fait, ensemble, tu vois, on se reconnecte quelque part à la nature, tu vois, qu'on avait oublié, tu vois, à cause de plein de choses. Tu vois, cette modernisation, la mécanisation qui nous a coupé un peu du sol, tu vois, cette productivité qui nous a coupé. Est-ce que notre plante, elle est heureuse, en fait? Tu vois, c'est ce genre de questions, en fait, que nous, on se pose. Moi, tu vois, plus jeune, en fait, tu te posais pas ce genre de questions, en fait. On te disait, voilà, le programme, c'est il faut produire tant de rendement, machin, voilà, ton salaire, ça sera à peu près tant, et puis, ma foi, après, tu vois.
Là, aujourd'hui, on a envie d'avoir un beau paysage, on a envie d'avoir des plantes en bonne santé, on a envie que les gens soient contents quand ils dégustent nos vins, que ça ait du sens, en fait. Voilà, c'est vraiment cette quête de sens, en fait. Nous, ça trouve tout son sens, en fait, dans notre projet, en fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Là-dessus, Il a tout dit. oui. Moi, quand j'ai appris à tailler, par exemple, au début, j'y arrivais pas. Je comprenais pas, en fait, parce qu'on m'avait donné des indications juste sur la forme que devait avoir le cep au final. Et à partir du moment où je me suis formée sur justement respecter la plante et suivre les flux de sève et faire de la taille physiologique, maintenant j'ai un vrai plaisir à tailler parce que je comprends la plante et j'ai l'impression de l'aider à aller mieux quand je taille, et c'est plus du tout le même sentiment que quand je taillais juste pour que ça ait une certaine forme et ça doit rentrer dans les cases, et voilà. Si tu faisais pas 120 pieds à l'heure, Voilà. ça allait pas, quoi. Moi je suis à 37 à l'heure. T'étais viré. Je suis à 37 à l'heure aujourd'hui, mais voilà, faut pas le dire. Ce qui est génial dans le métier de vigneron que moi j'ai vraiment découvert, c'est qu'il y a, à chaque fois que tu soulèves un truc, il y a plein d'autres choses. À chaque fois que tu te mets devant un sujet, il y en a plein quand on part de prendre une vigne jusqu'à vendre son vin. Il y a au moins 3000, je crois qu'il y a à peu près 3000 décisions. Il y a une étude qui avait été faite. Un vigneron, entre le moment où il commence à tailler sa vigne et le moment où il met son vin en bouteille et qu'il le vend, je crois qu'il y a 3000 choix à faire de direction. Et du coup, à chaque fois que tu soulèves un sujet, il y a forcément plein de choses où tu es assez nul, où tu as très peu de compétences parce que tu n'avais pas exploré cette piste. Donc il y a tous les sujets que tu peux pas explorer dans l'immédiat. Tu dis, bon, ça, on va juste prendre un bouchon, en fait. On va mettre un bouchon sur ma bouteille. On verra plus tard pour trouver un bouchon, pour ce qui me concerne, écologique, durable. Voilà, juste prendre un bouchon qui coûte pas trop cher et qui fait le taf, quoi, qui bouche la bouteille. Parce qu'en fait, si tu commences à t'occuper de tout, eh ben, c'est ingérable. Donc en fait, il faut prendre tes sujets de bataille, de priorité, et doucement tu défraîchis. Donc une fois que tu as tes vignes, voilà, j'ai mes vignes, j'ai mes 5 hectares de vignes, déjà on peut produire des raisins, j'ai mes cuves, et doucement tu avances. Et en fait, plus ça va, mais c'est sans fin par contre, parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, et quand on voit certains comme Fred, ça fait 11 ans, et que là du coup il achète des moutons, on se dit, ah ouais, en fait c'est pas fini, quoi. Et moi, je bosse en parallèle sur un domaine qui est en bio depuis 2003-2004. Donc, depuis une vingtaine d'années, ils sont en bio. Et il a fait au moins 40 vinifs déjà avant, parce que ça fait longtemps qu'il est vigneron, qui est d'ailleurs dans le collectif aussi. Et je vois aujourd'hui, des fois, il se pose encore des sujets, il développe des nouveaux trucs. Donc, tu te dis, c'est incroyable, c'est infini. Mais Ça comme doit on dépend rendre d'un un métier, peu fou quand même. justement, il faut pas devenir fou. Enfin, moi, je trouve il faut se concentrer sur des sujets. Enfin, moi, c'est ma technique. Je prends un sujet, je me concentre dessus et j'avance. Et quand ce sujet-là, je le estime à peu près débroussaillé, je passe au sujet suivant. Alors, j'en prends 2 ou 3 en parallèle, mais du coup, j'avance. Sinon, c'est ingérable. Il faut aussi se rendre compte du temps de la nature. Ça, moi, j'étais pressée les premières années. On plante un arbre, on a envie qu'il pousse tout de suite, voilà. Et il faut se rendre compte du temps de la nature. Et ça prend un certain temps. Quand on est jeune et qu'on commence, on n'a pas cette notion-là. Oui, parce qu'à partir du moment où on plante un pied de vigne, on va pouvoir vraiment l'exploiter au bout de combien 4-5 d'années ? ans. 4-5 ans, ouais. Au bout de 3 ans, on a le droit de le ramasser. Par contre, au bout de 3 ans, ça reste assez maigre. Donc, il faut bien 4, 5. Idéalement, il faut 10 ans, en fait. C'est 10 ans. Le cycle d'une vigne, il faut 10 ans pour que la vigne arrive à son potentiel. Qu'elle a un système Toi, tu dois racinaire avoir bien ça, implanté. Fred. Ça fait Ouais. 10 ans que tu as planté des vignes. Donc. Elles deviennent de plus en plus résilientes parce qu'en fait, elles vont de plus en plus profond au niveau des racines. On sent que, voilà, parce qu'il y a eu une greffe de vigne. Sur les premières années, dès qu'il fait un peu chaud, du coup, vu qu'elle a un petit système racinaire, elle crée vite la chaleur. Donc, oui, ça demande du temps. Et ça s'achète pas. En fait, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir demain quelqu'un qui arrive qui dit moi je veux des vignes comme ça. Et j'ai envie de dire, il va falloir le construire. Tu vois, donc c'est des vrais projets de construction d'entrepreneurs. Surtout aujourd'hui, la vision qu'on a en fait. Aujourd'hui, on peut pas racheter des vignes en fait. Par exemple en agroécologie, on trouve pas, quoi. Des vignes avec des sols épuisés, des pieds dans tous les sens, ça on en trouve à l'appel, quoi. Mais c'est là où il y a du travail, mais c'est là où il y a des opportunités. Et comment vous faites concrètement pour rendre la vigne plus résiliente ? En fait, alors
la plante elle-même, elle a des réserves. C'est-à-dire qu'un arbre, par exemple, il a un tronc et à l'intérieur de ce tronc, il y a des réserves. Donc nous, on construit des réserves déjà dans notre plante. La plante construit ses propres réserves, on va dire, on lui enlève pas. Parce qu'en fait, quand on veut trop intervenir, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien, il faut trouver ce qui lui va bien. Et après, au niveau du sol, par exemple, il y a des réserves. L'eau est stockée dans la matière organique notamment. Et du coup, on peut travailler sur la régénération de la matière organique. Quand on met des couverts, par exemple, ça fabrique de la paille. Et petit à petit, la paille, elle se récumule, elle va se dégrader, mais il va en avoir une partie qui va se transformer en humus. Et cet humus, ça va être une éponge. Donc en fait, petit à petit, on a des réserves meilleures dans la plante, des réserves meilleures dans le sol. Et du coup, la plante, elle subit mieux les chocs. Là, aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique qui est un problème, mais j'ai envie de dire, c'est les pratiques le problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à la fois on désertifie et à la fois il y a moins d'eau qui tombe du ciel. Donc l'agriculture est en train de s'effondrer, quoi. C'est là où nous, on est hyper sensibilisés à ça et on change nos pratiques pour justement fabriquer de l'humus et pas perdre l'humus, pas avoir cette érosion, cette terre qui part à la rivière, ce genre de choses. Quand on arrive sur le caillou, c'est fini en fait. Je veux dire, la vigne, elle pousse pas. Un caillou, ça absorbe pas l'eau, quoi. Très, très, très peu d'eau, quoi. Donc voilà, c'est un peu. Il faut que la plante, elle soit en forme. En plus aujourd'hui, on fait nos extraits fermentés par exemple ensemble. Je veux dire, je sais pas, si on voit qu'il fait un peu chaud et que la plante elle a du mal à assimiler par exemple certaines choses, on peut passer un extrait fermenté qui va la revivifier. Donc, mais ça marche comme nous en fait. C'est-à-dire que voilà, on va prendre une tisane, on va prendre des choses en fonction un peu de. Nous on est là pour accompagner la plante en fait. Pour ça tout à l'heure, il y avait le mot exploiter, mais c'est pas exploiter justement. C'est moi j'aime bien c'est ce côté empathique aussi, en se dire en fait c'est un deal, on passe avec la plante, on en prend soin, elle nous donne des fruits, tu vois, il faut retrouver aussi ces notions, je trouve, donnant. Je prends soin de toi, et d'ailleurs la question c'est qui est domestiqué. Est-ce que c'est pas elle qui nous a domestiqués, elle nous donne des fruits, mais par contre en échange on entretient, on en prend soin. C'est toutes ces questions philosophiques aussi. Se poser. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je voulais avoir ton retour, Alain, sur tout ça. Toi qui es un nouveau vigneron, enfin un jeune vigneron, comment t'apprends tout ça? Enfin, est-ce que comment tu t'en es sorti pour aujourd'hui avoir une bonne méthode? Alors, j'ai pas une bonne méthode. Je fais très souvent un peu comment je peux je sens que c'est le mieux de faire. Comme l'a dit Max, il y a tellement de combinaisons, c'est ça qui m'a surpris énormément. Et je viens d'un milieu scientifique, donc j'ai une approche scientifique. Mais là, c'est sûr que si, pour ce métier-là, je voulais appliquer ma façon de travailler d'avant, je m'en sortirais pas. Parce que le champ des possibles, il est infini. Donc oui, il y a le fait de prendre les choses par étapes. Moi, ma première année, je me suis dit, la première étape, il faut que je taille bien ma vigne. Ça paraît tout con, mais c'est la première étape. Donc là, j'ai tant de mois pour le faire. Donc je me suis chronométré au début. J'ai vu que j'ai compté le nombre de pieds à l'hectare. Ça, rapidement, j'ai vu que ça allait pas le faire. Que si je continuais comme ça, donc j'ai géré cette partie-là. Après, la partie suivante, c'était de prendre gérer le printemps avec tout ce que ça comporte, toutes les incertitudes liées au climat, les traitements, la croissance de la vigne, des mauvaises herbes, ainsi de suite. Et puis, donc, l'objectif étant d'avoir des raisins aussi beaux que possible. Et une fois que j'avais des raisins qui étaient beaux, je me dis, maintenant, il faut que j'arrive à faire du vin. Voilà. Et puis, si possible, que ce soit du bon vin. Donc, j'ai pris les choses de manière séquentielle sur la première année, sans me prendre la tête sur l'étape suivante. Parce que sinon c'était mort. Je savais que c'était mort. Donc, la première année, c'est relativement bien passé, parce qu'en plus, c'était une année qui était plutôt favorable en termes de climat. Et puis depuis, je capitalise sur ces premières années en découvrant, mais bon, c'est pas une surprise que les années, elles ont rien à voir entre elles, et que toutes les années sont différentes, et que toutes les années, il y a des nouveaux problèmes. Mais petit à petit, l'expérience acquise, je parle de 3 ans, c'est très modeste, mais acquise chaque année, me permet d'affronter de manière un peu plus sereine toutes les difficultés auxquelles je fais face à nouveau chaque année. Voilà, c'est un peu, je sais pas si j'ai... Mais voilà, et puis c'est l'aspect multimétier qui est très compliqué, d'ouvrier viticole mais qui est passionnant. C'est ça qui fait la richesse du métier, mais d'être à la fois dans la même journée ouvrier viticole, vinificateur, gestionnaire, commercial. C'est vrai que c'est même en même temps. Et c'est souvent en même temps. C'est souvent en même temps. Voilà,
Quand t'as un client qui t'appelle, quand t'es sur le tracteur en train de... Et t'es là, en fait, je peux pas répondre, parce que si je réponds, faut que j'éteigne le tracteur. Peut-être qu'il va pas redémarrer, je suis au milieu de la vigne. Ouais, mais lui, il était important quand même, ce client. Bon, et je réponds, tant pis. Et donc la réussite, elle vient de la capacité à gérer tout ça en parallèle. Et c'est pas facile. Et moi, je me disais que j'ai une grosse expérience professionnelle avec des trucs très complexes avant, dans ma vie d'avant. Et je me disais, là, avec l'expérience que j'ai, même si ça n'a rien à voir, j'ai de la bouteille. Non, c'est complètement différent. Ça remet un peu les pendules. Oui. Et puis, à la différence de ce que je faisais avant, là, je fais tout moi-même, déjà. Avant, je manageais des équipes. Donc là, si je fais pas, il se passe rien. Et puis, si je fais mal, je vois tout de suite le résultat. Et je vois tous les jours des petits résultats tangibles de ce que je fais dans la journée. Ça, c'est une sacrée différence. Ça peut être pas grand-chose, mais il y a le résultat final qui est le vin au bout de l'année. Mais sinon, tous les jours, il y a des résultats tangibles. Et ça, je trouve que c'est satisfaisant au quotidien. Voilà, c'est motivant. C'est des petit à petit, brique par brique, on construit quelque chose. J'aime bien dire, il y a ce qu'on veut faire. Parce qu'on veut tous faire plein de choses. Et puis finalement, il y a ce qu'on peut faire. Parce qu'on a des problèmes de moyens financiers, humains, peu importe, mais on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voulait faire. Et puis il y a ce qu'on arrive à faire. Parce que des fois, il y a un truc, ça c'est bon, je vais le faire. Et en fait, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas le bon matériel, on n'a pas eu le temps. Souvent, on n'a pas eu le temps, ça se passe pas comme prévu. Et du coup, la différence entre ce que moi je voulais faire quand j'ai démarré mon domaine et tout ce que la liste de tout ce que je m'étais fait, qui était évident que j'allais faire la première année. Et il y a des trucs, en troisième année, j'ai toujours pas réussi à les faire. Ils sont toujours là, mais voilà, il y a ça. Donc ça apprend à être assez humble, finalement, à prendre du recul. On nous dit souvent, quand on fait goûter notre vin, on nous dit souvent, ah, il est bon ton vin. Ouais, si tu le dis. Parce qu'en fait, même je trouve qu'on a des fois du mal à aimer notre vin personnellement. Ah ouais? Et à dire qu'il est bon, parce que en fait... Ah ça oui, c'est de l'humilité. Mais c'est pas du tout la même chose aussi de le déguster tout seul dans son cuvage et de le déguster en commun. On n'a pas du tout les mêmes sensations sur son vin quand il est au milieu d'autres vins, avec d'autres gens et en dehors avec de son ambiance. cuvage, que quand on le déguste tout seul. Moi, dans mon cuvage, mes vins, ils sont pas bons. Tout seul dans mon cuvage, ils sont pas bons. Par contre, je les sors de mon cuvage avec du monde autour, c'est meilleur. Ça représente bien ce qu'est le vin finalement. C'est du partage et c'est... Ouais, du partage, voilà. Ma phrase se termine là. On a parlé un petit peu de commercialisation et ça c'est quelque chose que j'ai pas parlé avec pendant la première table ronde. À qui vos vins plaisent le plus actuellement? Parce que j'ai l'impression que, c'est ce que Antoine aussi me disait, qu'à Lyon on n'en a pas beaucoup. Et même, à qui vous vendez si c'est pas à Lyon? Alors, je vends à qui j'arrive, à qui je peux, mais quand on démarre, c'est compliqué de se constituer une nouvelle clientèle. Donc moi, j'ai démarré avec un réseau essentiellement de particuliers, dans mon réseau perso et professionnel. Et ensuite, j'ai fait le constat assez rapidement que c'était compliqué de pénétrer le marché professionnel, les restaurants, les cavistes, et que dans ce secteur d'activité, c'était plus compliqué à Lyon qu'à Paris, par exemple. Pourquoi ? Des raisons historiques. Lyon est plutôt tourné vers la vallée du Rhône de manière historique. Alors ça change dans certains milieux, mais c'est vrai que c'est pas très tourné vers le Beaujolais de manière générale. Mais c'était avant ça. Maintenant, ils adorent le Beaujolais. Ils nous demandent, du coup, on est là pour ça. Moi, j'ai beaucoup parlé les 10 dernières années, un peu moins de 10 ans, mais que j'allais me lancer dans le vin, je voulais faire du vin. J'étais souvent celui qui choisissait le vin à la carte du restaurant. Et du coup, quand je me suis lancé dans le vin, mes premiers clients, ça a quand même été tous mes copains, les copains de mes copains, les copains de ma famille. Et ils m'ont à peu près absorbé mon premier millésime, donc c'est sympa. Je me suis trouvé 2-3 marchés en plus, mais ils ont quand même largement contribué au premier millésime. Et du coup, le deuxième, c'est là sur le deuxième millésime où je commence à travailler un peu plus mes réseaux et me dire qu'il faut que j'aille un peu plus loin. Parce que les copains, ils ont moins soif là cette année. Et puis je voudrais faire plus de vin, donc voilà. Et l'idée sur le troisième millésime là, c'était de faire un peu plus de vin et d'augmenter tous les ans. Donc du coup, c'est d'aller chercher des réseaux pros, soit avec des agents sur des grandes villes comme Paris,
pour pas non plus y passer. Parce que le problème, c'est quand on est à vendre notre vin en salon ou quand on est à vendre le vin en salon en week-end, on n'est ni dans les vignes ni avec notre famille. Et quand on est à vendre du vin la semaine, on n'est pas dans les vignes. Et donc du coup, les vignes, elles se font pas, elles avancent pas. Donc si on vend du vin, on est moins dans les vignes. Si on est moins dans les vignes, on vend moins de vin. Donc il y a une balance à trouver. Donc c'est pour ça que, à mon avis, le format d'agent, même s'il n'est pas facile, il reste intéressant. Enfin, d'agent ou de quelqu'un qui nous représente à un endroit. Et sur Paris, c'est sûrement un bon levier. Ouais. Et après, il y a un marché à l'export où j'ai commencé à essayer d'envoyer des vins là, au Mexique, en Pologne, sur des marchés comme ça. Ouais. Après, c'est des petites quantités, mais ça participe plein de petites quantités, ça fait une belle quantité à la fin, quoi. Moi, j'ai commencé avec que l'export, parce que je suis installée en 2018 et il y a rapidement eu le Covid, en fait. Et on pouvait pas faire déguster. Quand on n'était pas déjà connu, on pouvait pas faire déguster en France. Il y a eu toute une partie où il n'y avait pas de salon. Il n'y avait pas d'endroit où faire déguster, en fait. Donc, j'ai rapidement envoyé des échantillons assez loin, et en fait la relation avec l'export n'a pas été bousculée par le Covid, alors qu'en France elle l'a été, et donc du coup moi j'ai tout de suite vendu que à l'export, ce qui est dangereux aussi. Et c'est vrai qu'à partir de l'année dernière j'ai décidé de me recentrer aussi sur la France pour avoir pas que de l'export, et du coup là j'ai travaillé avec des agents, mais du coup moi en fait j'ai comme un deuxième marché à trouver, comme si c'était le début de mon domaine, parce qu'avant je vendais que à l'export pendant les 3-4 premières années. Ouais. Fred, de ton côté Moi, ma clientèle, j'ai pas mal de gens qui passent au domaine par le biais de nos tourismes. Donc j'ai une jolie clientèle justement où c'est très intéressant parce qu'on a le temps d'expliquer, on est dans le concret, on est dans les vignes, on est à la cave. Donc voilà, une belle clientèle à ce niveau-là. Et après, j'ai des rencontres de restaurateurs, de cavistes sur les salons professionnels aussi, et aussi des gens qui m'ont contacté. Voilà, je suis restaurateur à tel endroit. J'ai eu l'occasion de goûter au vin par le biais d'un tel. Et en fait, c'est un réseau. En fait, moi, la chance que j'ai, c'est que ça fait 11 ans. Donc, du coup, c'est un tel qui connaît un tel, qui connaît un tel. Et en fait, vu que c'est du partage, il y a un effet un peu boule de neige aussi. Et c'est là où... quand je vois Alain qui parle justement de l'expérience du démarrage, c'est vrai que le démarrage est très très difficile parce qu'il y a de l'offre, t'es pas connu, personne ne t'attend, t'as pas forcément confiance en toi, il y a une inertie et c'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait on a l'impression d'avoir tout fait bien et en fait en face je sais pas, non je connais pas. Alors et du coup il faut faire sa place et c'est vrai que ça demande du temps, de la persévérance. Et voilà, et en fait c'est avec le temps au final que ça devient de plus en plus facile, mais le départ est dur, et c'est là où c'est important aussi d'être en collectif, parce qu'on n'est pas tout seul face à 10 refus dans la journée quand on démarre. C'est une expérience, moi je l'ai eu en fait, donc c'est pour ça qu'après je me suis dit tout seul, franchement je pense pas que ça soit la solution, mais... Ça a été ta motivation pour créer ce... Ça a été évident, ouais. Ça a été évident. Je me suis dit, quand je voyais les jeunes qui arrivaient, moi qui venaient en stage et tout, je me suis dit, mais en fait, si je vous apprends un peu les trucs de base et que derrière, en fait, on vous donne pas un petit coup de main pour y arriver, en fait, ça va être dur. C'est presque impossible, en fait. Dans un monde encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Encore plus qu'il y a 10 ans, quoi. Donc, non, on se doit de s'entraider comme des parents et de ses enfants, comme voilà, on va y arriver ensemble, quoi. C'est beau. On a du monde qui vient déguster, c'est chouette, ça fait plaisir. Je vous propose qu'on fasse un dernier petit tour de table pour évoquer peut-être un dernier mot que vous avez envie de partager avec nous. Ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous semble important. Buvez du Lantigné. Depuis que je suis arrivé à Lantigné, dans le groupe, j'avais vachement envie qu'on vende du vin ensemble. Parce que ça fait vachement plaisir aussi de faire des dégustations comme on fait aujourd'hui. On sort de la dégustation linéaire, une table, un vigneron, chacun présente son vin. On se parle pas entre voisins, enfin on se parle pas parce que chacun a ses clients, ça. Aujourd'hui on fait des dégustations, on en fait de plus en plus comme ça, des dégustations par thématique, donc par type de vin ou par type de sol. Ça peut être, il y a plein de choses à faire sur les thématiques.
Et c'est vrai que de vendre ensemble, c'est un petit clin d'œil à ce que je faisais avant de bosser dans les fleurs. Je bossais en pépinière, en production d'arbres pour le marché du paysage en France. Et on avait vachement de mal à vendre nos arbres à l'export et nos plantes. Enfin, c'était pas que des arbres, il y avait plein de plantes. Et en fait, on était un petit groupe de pépiniéristes en France. On avait tous cette idée d'aller exporter. Donc on a tous été en Allemagne. Il y a un énorme salon en Allemagne qui fait ça pour se montrer. On s'est tous retrouvés là-bas et on s'est dit, en fait, on vient tous de prendre un stand à je sais plus combien de milliers d'euros. Et si on faisait un collectif d'arbres, en plus on produisait tous plus ou moins en agriculture biologique, d'arbres et de plantes produites en France et on vend ensemble à l'export et ça s'appelle les pépinières de France. Et on a fait ça et ça a marché et c'était trop bien parce que du coup on allait ensemble et on allait vendre les plantes des autres. On avait pris un commercial qui allait vendre en Europe, en Angleterre, en Allemagne, les arbres en collectif. Et en fait, on se partageait nos fichiers clients, on avait une boîte mail commune. Quand on avait un client qui disait « Ah, mais moi, il me faut des arbres plus petits. Ah bah attends, j'ai un copain dans le sud, ouest, il produit des super arbres, faut que tu ailles chez lui. » Et c'est pas la même échelle parce que c'était à l'échelle nationale, mais la force du collectif en commerce, elle est incroyable. Elle est déjà entre nous, elle est géniale, mais quand tu représentes un produit, en fait, on n'est pas concurrents. Pourtant, on produit tous du Lantigné. Et en fait, on est des faux concurrents. Des confrères, des consoeurs. Ouais, on fait pas les mêmes vins. Donc à la fin, quelqu'un qui aime mon vin, il aimera moins le vin d'un autre type de vin. Mais du coup, à la fin, si tout le monde a du Lantigné, c'est génial. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Venez faire du vin à Lantigné. Ouais. Et buvez du Lantigné, comme dit Cosima. Mais c'est vrai que ça, c'est le chantier qui est le plus compliqué à développer. Enfin, autant l'entraide sur le plan technique, c'est assez évident que tout le monde va céder. Pour toute la partie commerciale, a priori, il y a quand même une compétition entre les différents domaines. Enfin, sur le principe, parce que chacun doit vendre ses vins et si on arrive collectivement sur la base d'expériences comme aujourd'hui et puis d'autres à venir à changer un peu ce mode de fonctionnement, ça serait super. Mais ça reste assez compliqué quand même. Une palette de Lantigné avec 6 cartons de chaque domaine pour un réseau de cavistes à Lyon ou à Paris ou à Marseille. Ça serait génial. On emmène tous nos vins sur un domaine et on met tout sur la palette et ça part direct pour un client. Et du coup, il a acheté 60-100 bouteilles de 6 vignerons au lieu d'acheter 60 bouteilles d'un vigneron. Enfin, c'est super. Il y a une vraie cohérence, même pour lui et derrière, ou pour elle, enfin pour le caviste, il y a une vraie cohérence de gamme à présenter, quoi. Il a un style de viticulture et de vin qui est hyper logique ensemble. Plutôt que de faire une cuvée, ce qui est aussi une autre option, de faire une cuvée avec une étiquette commune. Mais du coup, on a une vraie énergie globale, mais on n'a pas une gamme. Ouais. Alors que là, aujourd'hui, on a une vraie gamme. Avec du blanc, du rosé, du pétillant, du rouge, des rouges très légers, des rouges de garde. Il y a tout un panel incroyable. Complet, c'est hyper complet, ouais. Bon, les cavistes, faites ça. Très bonne idée d'avoir cette gamme très complète. Et les premiers qui nous aideront, on les oubliera jamais. Ouais, voilà, vous entendez. En plus. Comme nos clients. Vous aurez un badge VTL. Ouais. Cosima, est-ce que tu as un dernier mot Très content d'avoir eu cette opportunité de venir à Lyon, montrer ce qu'on fait et en plus de participer à ton podcast. Ouais, merci à toi. Merci à vous. C'était trop chouette de vous entendre parler de Lantigné, de vos vins, de vos métiers qui sont passionnants. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et bonne dégustation. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Hop là.